Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises, avec au sommaire aujourd'hui l'invité de Smart Impact, Benoît Hainaut, le président du directoire du groupe Erige, qui développe notamment une gamme de béton bas carbone et veut créer une filière de recyclage des produits de menuiserie industrielle. Notre débat, il portera sur la croissance du commerce équitable. Comment se porte-t-il malgré la succession des crises et l'inflation? Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups, on va découvrir ensemble Waste Marketplace, qui est une solution de valorisation des déchets du bâtiment. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Benoît Hainaut, bienvenue. Vous êtes donc le président du directoire du groupe Erige, près de 2500 collaborateurs en équivalent temps plein et un chiffre d'affaires 2021 de 712 millions d'euros. Groupe vendéen, 3 sociétés pour 3 métiers différents, c'est ça ? Exactement. 3 métiers, des origines vendéennes, plus de 100 ans d'histoire, groupe familial. Qui a commencé historiquement avec le métier du négoce, ensuite qui s'est tourné vers le béton et puis vers la menuiserie industrielle. Ouais. 3 métiers qui sont tous dans l'univers du bâtiment, de la construction, de la rénovation, du neuf, donc avec beaucoup de défis passionnants et d'hommes et de femmes qui sont là, et notamment dans des périodes comme celle qu'on vit depuis quelques mois de grandes turbulences. Grandes turbulences parce que des tensions sur les cours des matériaux, des matières premières, c'est ça vos difficultés principales aujourd'hui ? Oui, il y a en effet des transformations à la fois structurelles, la numérisation, la digitalisation, l'évolution de nos métiers en général, et puis il y a des évolutions plus conjoncturelles, des crises pandémiques avec la Covid qui était particulièrement violente, avec des effets très rapides, l'augmentation des matières premières, la guerre en Ukraine. Donc beaucoup de sujets qui secouent l'organisation et qui l'entraînent, je dirais, dans un besoin d'agilité et dans une série d'initiatives qui nous permettent à la fois de réagir assez vite, mais aussi de préparer de façon un peu plus structurée un futur avec des initiatives pour chacune des activités. Ouais. On va en détailler quelques-unes, mais tout ça dans un contexte de transformation écologique et environnementale qui est vraiment, parce qu'il y a cette urgence que tout le monde connaît. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous les mots bâtiment durable ? Bâtiment durable, il s'agit avant tout d'imaginer des bâtiments ou des constructions, ou des logements qui vont avoir moins d'impact sur l'environnement, qui vont être conçus avec des matériaux moins carbonés, avec des façons de faire moins carbonées, en réduisant l'impact du transport, et en trouvant également des architectures ou des façons de faire, des façons de construire qui seront plus efficaces. C'est aussi, et ça c'est très important, des bâtiments qui vont garder la chaleur à l'intérieur en hiver, qui vont éviter que cette chaleur ne rentre en été. Donc des bâtiments finalement qui seront plus efficaces au niveau énergétique. Ouais. Et notamment un béton bas carbone que vous avez développé avec l'école centrale de Nantes. Donc ça veut dire qu'il faut de l'innovation, il faut de l'intelligence collective. Ça s'appelle, je crois, Vitalis, ce béton bas carbone, c'est ça ? Absolument, on a une gamme de béton qu'on a mis en place avec un travail d'innovation qui est une vraie tradition au sein du groupe et qui est aussi le résultat d'un travail en effet avec toute une série de scientifiques de l'école centrale de Nantes. Ouais. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? De nos équipes. Alors il a ceci de particulier qu'il requiert beaucoup moins d'énergie pour être produit. L'énergie est coûteuse en carbone. Donc pour décarboner un béton, on va essayer d'un côté de trouver des constituants qui vont être beaucoup moins impactants en carbone, et d'un autre côté, on va essayer de récupérer un certain nombre de granulats, par exemple, qu'on va récupérer sur des sites de déconstruction, qu'on va trier, qu'on va laver, qu'on va filtrer et qu'on va réintroduire dans les nouveaux bétons de construction. De cette façon, on va construire une forme d'économie circulaire le plus près possible des sites. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans votre business, ce béton bas carbone ? Est-ce que c'est devenu le matériau principal, ou est-ce que c'est encore une part assez faible ? Alors on démarre
Oui, c'est le début. Et vous savez, on a deux mots qu'on aime bien mettre ensemble, ambition et humilité. Ouais. En matière d'environnement, je pense qu'on doit tous être très humbles. Et d'abord de commencer chacun d'entre nous par nous-mêmes, et puis petit à petit d'essayer de mettre des choses en place. Alors, nous avons démarré ces gammes de béton bas carbone depuis quelques années, depuis 2-3 ans. Petit à petit, nous élargissons les gammes avec des performances de moins 10, moins 20, moins 30, moins 50% de carbone, de façon à être capable de les rendre attractifs. C'est-à-dire, l'enjeu pour tous les industriels, et c'est notre cas, c'est de transformer des gammes classiques aujourd'hui dans des gammes décarbonées demain sans qu'il y ait de surcoût important. C'est la question que j'allais vous poser. C'est-à-dire que vos clients, ils peuvent être demandeurs de béton bas carbone à condition qu'il ne soit pas beaucoup plus cher que le béton classique, quoi. C'est ça. Absolument. Oui. Si nous nous cantonnons à faire des produits très sophistiqués mais très chers, nous n'aurons jamais un déploiement de masse. Donc il est important que tout le monde ait accès, que ces bétons soient accessibles. Et ce qui est vrai pour nos bétons décarbonés et qui fonctionnent en économie circulaire et qui aujourd'hui sont en train de se développer, mais démarrent, ce sera vrai également pour tous nos autres produits. En tout cas, c'est notre ambition, c'est de précisément développer des gammes dans toutes nos activités qui auront ces vertus-là. Alors, encore une fois, c'est un travail de longue haleine, mais je pense qu'il faut s'y engager de façon très, très volontariste parce qu'il y a une demande qui émerge et qui est forte. Et c'est une demande qui est formidable, qui est celle des jeunes générations, qui deviennent de plus en plus intransigeants à ce sujet, et ils ont bien raison. Et donc, on doit être capable d'offrir des solutions abordables avec des technologies qui sont parfois assez sophistiquées, mais qui nous permettront de construire de façon beaucoup plus vertueuse dans le futur. Alors, parmi les activités du groupe Erige, il y a la menuiserie industrielle avec l'entreprise qui s'appelle Atlantem. Vous êtes en train de mettre en place une filière de recyclage des menuiseries en fin de vie. De quoi s'agit-il ? En fait, il s'agit dans un logement quel qu'il soit, le jour où on décide de faire une rénovation et de changer par exemple ses fenêtres, de récupérer ces fenêtres en fin de vie, de les démanteler, de séparer le verre du châssis, quel que soit son matériau, de recycler tous ces éléments et de nouveau de les réutiliser. C'est le principe de l'économie circulaire. C'était pas fait jusqu'à présent. Ce n'était pas fait. Ça partait quoi en décharge, en enfouissement. C'est terrible. Mais oui, c'est terrible. Dire que nous sommes dans un pays comme la France, on fait encore de l'enfouissement, c'est absurde. Parce que il faut bien se dire une chose, c'est qu'on a sans doute tort d'appeler un déchet un déchet. En réalité, un déchet est une matière qu'on peut réutiliser, réhabiliter, parfois à 100%, parfois moins, mais on doit évidemment faire cet effort-là, de récupérer, de trier, de collecter, et puis ensuite de le réinjecter dans les produits. Mais alors pourquoi on ne l'a pas fait avant ? Moi, c'est toujours une question que je me pose dans cette émission. Parce qu'il n'y avait pas encore la filière, il n'y avait pas encore la demande, parce qu'effectivement, dans tous les secteurs, on prend conscience que, comme vous dites, ce ne sont pas des déchets, ça a de la valeur. Donc pourquoi il n'y a pas eu un business qui s'est créé plus tôt, puisqu'il y avait de la valeur ? Mais je pense tout simplement qu'économiquement, c'est un investissement de mettre en place ce genre de filière. C'est plus compliqué que de prendre quelque chose de nouveau. Et vous savez, c'est un peu le défaut qu'on a tous eu pendant des décennies, c'est de dire j'achète quelque chose et puis je le rejette. Oui, c'est ça. Eh bien non, on peut le réemployer. Alors peut-être qu'il faut le rénover et puis le reconfigurer. Mais en tout cas, ça n'existait pas parce qu'il n'y avait pas eu l'investissement nécessaire à la fois en temps, en imagination et en ressources financières pour mettre des filières comme celle-là en place. Et là, la filière dont on parle, c'est une filière qu'on a baptisée Menrec, menuiserie en fin de vie, qu'on va recycler, qu'on va réutiliser. Et par conséquent, on pourra se dire, mais finalement, toutes les nouvelles menuiseries du futur, des portes, des fenêtres, des volets roulants, seront finalement partiellement ou totalement produites à partir d'anciennes menuiseries qui auront eu terminé leur vie. Est-ce que l'aiguillon réglementaire joue un rôle aussi dans le cas particulier ? Parce que la loi AGEC anti-gaspi pour une économie circulaire change la donne quand même, notamment sur la question des invendus, etc. etc. Donc là, il y a eu besoin d'un aiguillon réglementaire d'après vous ? Alors, je pense qu'il y a toujours un besoin un moment où les choses se mettent en place. On peut agir parce qu'on a envie de le faire et parce qu'on a une volonté de le faire.
c'est partiellement ce qu'on est en train de mettre en place. Il peut y avoir également des obligations et des contraintes réglementaires. En l'occurrence, la loi AGEC, qui n'est pas encore mise en place parce que les décrets ne sont pas tous passés. Il y a eu un décalage dans les décrets. Absolument. Ça arrive souvent, mais là particulièrement. Mais il va y avoir par exemple une REP du bâtiment. Ouais. La REP, pour donner une explication très simple, c'est un dispositif qui s'applique déjà à plusieurs métiers, plusieurs types de produits. Par exemple, le petit électroménager, si vous avez chez vous un grille-pain, eh bien, vous allez payer quelques dizaines de centimes pour qu'il soit recyclé dans le futur. Eh bien, ça va s'appliquer à tous les produits du bâtiment. Ça veut dire que nous aurons petit à petit de plus en plus de produits du bâtiment qui vont être récupérés et ensuite dont on va utiliser le recyclage pour faire des produits futurs. Donc c'est vertueux. C'est une chose qui est très positive. De la même façon, une autre réglementation qui est la RE 2020 va obliger toutes les constructions neuves à l'horizon 2030 d'être décarbonées à hauteur de moins 30% par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Donc il y a un moment où les réglementations sont positives pour faire bouger l'industrie, les clients, les acteurs, toutes les parties prenantes. Mais il y a aussi un volontarisme. Et je pense que le fait d'essayer toujours d'aller un peu plus loin et de pousser, je dirais, ce qu'on peut faire à quelque chose de positif, parce que ça permet aussi de créer un vrai dynamisme et une culture d'entreprise. Merci beaucoup. Merci Benoît Hainaut. À bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat. On parle commerce équitable. Tout de suite. Je vous présente tout de suite les invités du débat de ce Smart Impact. Julie Stoll, bonjour. Vous êtes la déléguée générale de Commerce Équitable France. À vos côtés, Claire Touré, bonjour. Déléguée générale du label Bio Partenaire. Un peu de présentation pour commencer, même si on vous a déjà reçu. Commerce Équitable France est une association. C'est quoi votre mission en quelque sorte? Alors notre statut, c'est effectivement associatif. C'est un statut associatif et nous sommes le collectif français des acteurs de commerce équitable. Donc on rassemble à la fois des entreprises qui mettent sur le marché des produits issus du commerce équitable. On rassemble les différents labels, la riche biodiversité des labels de commerce équitable en France, quelques distributeurs très engagés et puis des ONG, des associations d'éducation des citoyens et des consommateurs. Et vous êtes notamment à l'origine de cet observatoire du commerce équitable. Ça sert à quoi ça? Alors ça sert à donner une photographie de l'état du marché du commerce équitable. Et donc effectivement, chaque année au moment de la quinzaine du commerce équitable, c'est-à-dire en ce moment, au mois de mai, on publie les données économiques du secteur, les chiffres de vente qui sont donc pour l'année précédente, 2021, en croissance assez significative. Oui, on va y 11% de croissance. Et oui, on va y venir en détail parce que c'est vraiment intéressant d'analyser ce chiffre. Le label Biopartenaire, Claire Touré, de quoi s'agit-il? Alors, le label Biopartenaire, c'est un label qui a été créé par des entreprises très engagées en agriculture biologique, donc par une association qui gère ce label. L'association a été créée en 2002 et ces entreprises, finalement, travaillaient avec des producteurs, des organisations de producteurs dans des pays tropicaux et les ont accompagnés à passer en agriculture biologique. Et pour ce faire, elles ont utilisé tous les leviers du commerce équitable. Et elles ont voulu prendre une parole commune pour lier le commerce équitable à l'agriculture biologique. Donc nos adhérents, donc parmi les fondateurs, il y avait Kaoka, par exemple, une entreprise pionnière dans les filières bioéquitables de cacao, également Equibio, les épices Cook et bien d'autres ont rejoint l'association, puisqu'aujourd'hui, c'est 73 adhérents impliqués dans des biopartenariats, donc avec des produits labellisés biopartenaires. Donc c'est 1000 références, un peu plus de 1000 références, qui sont distribuées exclusivement en réseau spécialisé bio. D'accord. Et donc ça veut dire que ce label Biopartenaire, on le retrouve sur des produits de consommation au final? Exactement. C'est ça. On le retrouve sur les produits de consommation. Je vous pose la question parce que vous l'avez évoqué, on s'y paume un peu, on s'y perd un peu, pardon, dans ces labels. Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu simplifier quand même? Alors peut-être qu'on pourrait, mais peut-être qu'on ne pourrait pas. C'est la biodiversité, c'est la spécificité, c'est que c'est complexe. Mais je vous rassure, mes enfants, ils reconnaissent 147 Pokémon. Donc je pense que les consommateurs peuvent gérer 7 et 8 labels de commerce équitable. On peut faire une émission spéciale sur les labels de commerce équitable. Bon, je reviens à ces chiffres de l'Observatoire. Effectivement, le commerce équitable dépasse pour la première fois la barre des 2 milliards d'euros de ventes aux consommateurs en 2021. Et pourtant, les crises, parce que voilà, il y a une succession de crises, même si évidemment sur les chiffres
2021, la guerre en Ukraine n'avait pas commencé, mais quand même, les crises n'ont pas freiné cet engouement. Comment vous l'expliquez ? Alors, sur 2021, un facteur explicatif important, c'est l'engagement des marques. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même de plus en plus de marques qui ont proposé de plus en plus de produits avec un label de commerce équitable, en réponse aux demandes du marché, mais aussi surtout en réponse à des problématiques sociétales qui sont réelles. Et ces entreprises se rendent compte que le commerce équitable, c'est un outil qui est utile et qui est efficace pour répondre à un certain nombre de défis. Donc notre hypothèse, c'est que les consommateurs sont quand même de plus en plus conscients et solidaires des producteurs qui sont à l'origine des produits qu'ils consomment. Et donc ça fait quand même écho à des valeurs qui sont profondes, qui vont au-delà d'un effet de mode et qui permet de maintenir une demande de produits équitables, mais aussi un mouvement d'entreprises engagées de plus en plus puissant. Oui, et on rappelle, ça concerne évidemment des producteurs qui peuvent être un peu partout sur la planète, mais aussi des producteurs français. On y avait consacré plusieurs émissions, donc il faut vraiment avoir ça en tête. Aujourd'hui, c'est un tiers de produits français et 2 tiers de produits issus des filières tropicales des pays du Sud. Est-ce que l'inflation de ces dernières semaines, les tensions très fortes sur le pouvoir d'achat, ça freine ce mouvement ou pas ? Qu'est-ce que vous avez comme indicateurs récents là ? Pour l'instant, il n'y a pas de décrochage particulier du commerce équitable. Et surtout, il y a un lien très fort entre le commerce équitable et l'agriculture biologique. Et l'agriculture biologique est plutôt moins inflationniste que l'agriculture conventionnelle, parce qu'en gros, il n'y a pas d'engrais azotés de synthèse dans l'agriculture biologique, donc il n'y a pas de gaz russe dans l'agriculture biologique. Et pour tout ce qui est produit issu de l'élevage, il y a une autonomie de l'alimentation animale sur les fermes. Donc sur le volet bio, c'est peu inflationniste. Et sur le commerce équitable, aussi, puisque le principe même du commerce équitable, c'est de payer un prix qui couvre les coûts de production. Une partie des coûts de production augmente, donc une partie du prix du commerce équitable augmente aussi. Mais la partie spéculative, ça, le commerce équitable, il sort de ce système-là. Donc quand les prix sont très à la baisse, le commerce équitable, il paye plus cher. Mais si on a des prix qui sont spéculatifs sans raison liée aux coûts de production, le commerce équitable, il n'inclut pas ces coûts-là. Et donc, on va voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Mais on est plutôt sur des dynamiques de marché qui vont tanguer, un peu comme tout le monde, mais qui ne sont pas aussi inflationnistes que le reste de l'alimentation. Et puis, Claire Tourès, sur ce label biopartenaire que vous portez, il y a justement cette notion, évidemment, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais on va rentrer en détail dans l'explication, de juste rémunération des producteurs et des productrices. Est-ce que ça aussi, c'est un amortisseur de crise, d'une certaine façon ? Oui, c'est très important le commerce équitable car il permet de prendre en considération les coûts de production. Donc les coûts de production en agriculture biologique sont basés sur des pratiques agronomiques qui n'utilisent pas ces intrants chimiques de synthèse dont parlait Julie tout à l'heure et qui sont aussi... Ces prix peuvent être soumis à des aléas climatiques. Donc au-delà d'un prix garanti, sur plusieurs années, il y a une discussion annuelle qui permet de prendre en considération des problématiques, notamment des aléas et des aléas climatiques, avec 2 leviers essentiels. Le premier, c'est effectivement de discuter jusqu'où on peut prendre une augmentation du coût de la matière première pour que les organisations de producteurs ne soient pas déstabilisées. Et puis, la deuxième solution, qui est une solution plus de long terme, grâce notamment au fonds de développement, c'est de discuter aussi de projets qui permettent d'augmenter la résilience des fermes en agriculture biologique et de développer de l'agroforesterie, par exemple, ou de la biodiversité, essentiellement aussi de développer de nouveaux partenariats équitables sur d'autres matières premières, puisqu'en agriculture biologique, les fermes sont souvent diversifiées. Donc d'autres produits de la rotation ou d'autres activités présentes sur les fermes. Mais Julie Stoll, effectivement, il y a cet engagement sur la juste rémunération, peut-être sur des prix équitables, c'est le principe, sur des durées plus longues, mais comment tenir ces engagements-là quand le marché autour de vous est en train de subir la hausse des prix ? Vous voyez ce que je veux dire sur un certain nombre de matières premières. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction impossible, une promesse impossible à tenir à un moment ? Alors c'est ce que je vous disais, quand il y a une hausse des coûts de production pour les organisations de producteurs agricoles impliquées dans des filières de commerce équitable, le prix du commerce équitable, effectivement, il doit être à la hausse pour pouvoir couvrir l'augmentation de ces coûts de production. Parce qu'eux-mêmes, ils se fournissent en matières premières qui augmentent, d'accord. Mais
dans une filière, il y a la matière première, il y a les intrants que vont utiliser les organisations de producteurs. Donc ça, il va y avoir une augmentation des coûts de production. Le prix du commerce équitable doit le prendre en compte. Ouais. Par contre, là, on vient de battre tous les records sur le prix du blé, par exemple. Le record mondial de prix du blé, qui est en partie issu de la spéculation. Il y a plus d'un tiers des transactions sur le blé qui sont une activité des entreprises d'assurance, des fonds de pension, qui ne sont pas du tout issus d'activités d'acteurs de l'agroalimentaire. Donc ça, c'est le volet spéculatif qui est après la production. Ouais. Et donc ça, en fait, c'est des éléments qu'on ne trouve pas du tout dans les filières de commerce équitable. Dans les filières de commerce équitable, on est sur de l'économie réelle. Donc oui, quand il y a une augmentation du prix de l'essence utilisée dans les tracteurs pour les producteurs, évidemment, le commerce équitable doit couvrir ces coûts-là, et évidemment, ça va se retrouver en partie dans le prix de l'alimentation. Mais par contre, sur votre pain brioché, il n'y aura pas le prix du blé au cours mondial qu'on retrouve aujourd'hui, parce que ce n'est pas le principe du commerce équitable. Oui, on a bien compris. Dans les résultats de cet observatoire du commerce équitable, Julie Stoll, il y a le nombre d'entreprises qui s'engagent et de références produits qui augmente. Vous pouvez nous le détailler, ça ? C'est quoi? C'est plus de 35%, je crois, de références. L'année dernière, en 2021, on a eu une augmentation du nombre de références de plus 36%. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un record là, dans ces dernières années. Et à la fois des entreprises qui étaient déjà impliquées dans le commerce équitable et qui développent leur nombre de références, ou qui basculent des produits qu'ils avaient déjà et décident de rentrer dans une relation équitable avec leurs fournisseurs habituels. Ouais. Ils transforment leurs pratiques, aussi pour sécuriser. C'est un amortisseur de crise pour les producteurs, mais aussi ça donne de la visibilité, notamment pour les PME. Donc c'est pas inintéressant de rentrer dans l'économie réelle quand on est une entreprise. Et puis des entreprises qui n'étaient pas du tout dans l'équitable et qui décident de basculer. Vous faites le lien entre le bio et l'équitable. Est-ce que l'équitable est un accélérateur de transition écologique? Est-ce que ça fait passer de plus en plus d'exploitants, d'agriculteurs au bio? Oui, bien sûr, c'est un des leviers pour développer l'agriculture biologique. Et au-delà de développer l'agriculture biologique, c'est aussi un levier pour aller plus loin dans des pratiques qui sont très vertueuses en termes environnementaux, notamment par rapport à la lutte contre le dérèglement climatique. Le commerce équitable, on voit bien que des acteurs commencent à s'investir dans une filière et puis petit à petit développent davantage de filières pour avoir des produits labellisés équitables. Et ça permet effectivement un vrai accompagnement au niveau des producteurs et de l'ensemble de la filière. C'est un cadre structurant pour la filière. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. On passe à Smart Ideas tout de suite, une start-up à l'honneur comme tous les jours. On va parler des déchets du bâtiment. Bonjour Jérôme de Tomasi, bienvenue. Vous êtes le président de Waste Marketplace. Vous l'avez créé quand? Avec quelle idée? Racontez-moi. Alors, c'est pas si vieux que ça a 4 ans, presque 4 ans. Et j'ai créé Waste Marketplace sur la base d'une idée qui m'était venue plusieurs années auparavant. Il y a un passé dans le BTP, dans le déchet aussi. Ouais. Et puis, je me disais, mais est-ce qu'il y a une solution pour donner la vraie valeur aux déchets? Voilà. Et tout en simplifiant les opérations, parce que la simplicité, c'est le maître mot dans certains métiers. Ouais. Donc donner la vraie valeur aux déchets, pas seulement les déchets du bâtiment, on est bien d'accord. Aujourd'hui, Waste Marketplace, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on trouve entre guillemets dans la gamme, quoi? On peut employer ce terme-là. Vous êtes un industriel, un acteur du BTP. En tout cas, vous avez affaire à une collecte privée pour vos déchets. On peut s'en occuper. D'accord. Toutes sortes de déchets. En fait, on n'est pas limité parce que nous, notre prestation, c'est d'aller chercher la meilleure solution sur le marché. Donc si elle existe, on la trouvera. Oui, c'est-à-dire la nouveauté, l'originalité, c'est de trouver la bonne filière pour le bon déchet, c'est ça en quelque sorte? C'est-à-dire de ne pas se dire je fais appel à une entreprise générale qui va tout prendre et puis qui ensuite va se débrouiller, c'est vraiment aller chercher les filières. Et c'est ça, c'est faire de l'épicerie sur un métier qui était, pour les gens qui n'en viennent pas considéré comme un métier de spécialiste. Et pourtant, on vient du bâtiment un petit peu, on n'imaginerait pas appeler un plaquiste pour faire de la plomberie. C'est exactement pareil. Ouais. Celui qui a les outils pour traiter de la ferraille, par exemple, n'a certainement pas les mêmes outils pour traiter du béton. Et aussi gros soit-il, un prestataire déchets n'a pas les meilleurs outils partout. Et donc nous, on va aller chercher sur le marché toutes les solutions pour chaque type de déchet, chaque localisation, et on va aller
faire une offre globale, on va réunir tout le monde. Donc on va offrir de la simplicité, et même plus qu'avant, parce qu'on va aller amener du digital. Et en plus, on a toute la richesse du marché, tout en restant totalement indépendant des acteurs du marché. Ça veut dire qu'on va chercher à chaque fois le meilleur. Est-ce qu'il y a toutes les filières? Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que certaines n'existaient pas et il faut, ou certaines sont tout simplement embryonnaires, beaucoup plus faibles que d'autres, quoi? Alors, certaines n'existent pas. Oui. Mais la REP va participer à l'éclosion de ces filières en les finançant. Et certaines sont embryonnaires, certaines sont très locales. Et notre rôle à nous, à nos têtes chercheuses qu'on a dans toutes les régions, c'est d'aller chercher le petit acteur qui est basé là, qui lui a cette solution, le petit acteur qui est là avec cette solution, qui n'a pas forcément la capacité à se faire connaître d'un grand acteur qui a besoin de quelqu'un pour cette solution. Et nous, c'est de faire des ponts avec ces gens-là et dire, vous ne savez pas répondre tout seul pour gérer les déchets de ce site industriel, mais vous êtes une des parties de la solution. Et on va l'agglomérer dans la solution globale qui est la nôtre. Est-ce que ça permet à vos clients de connaître aussi, d'améliorer leur bilan carbone, de connaître l'impact de cette valorisation de leurs déchets? Ça fait partie des services que vous proposez? Quand je dis la vraie valeur du déchet, elle n'est pas qu'économique. Oui. C'est la vraie valeur du déchet en termes d'impact environnemental. Et notre credo, c'est toujours d'aller chercher une solution qui permet d'éviter, à chaque fois que c'est possible, l'enfouissement. Donc on va aller chercher une solution de réemploi, de réutilisation, de valorisation matière, de valorisation énergétique. Et in fine, quand il n'y a pas de solution, c'est l'enfouissement. Mais c'est la dernière solution. Ouais. Et donc, bien sûr, quand on arrive, on va aller maximiser le taux de valorisation de nos clients en allant faire de l'épicerie, en allant leur expliquer, vous savez que si ça, on le sépare à la source, on sait en faire ça. Sinon, c'est raté. On ne pourra rien en faire. Et ça, ils ne le savent pas forcément. On ne leur a peut-être jamais dit. Et pourtant, la plupart, même s'ils n'ont pas une conviction écologique démesurée, parfois c'est tout simplement du bon sens, parfois il y a un impact économique, et puis vis-à-vis des salariés de l'entreprise, dire on fait aussi ça, ça participe en fait à une prise de conscience aussi environnementale de nos clients. Oui, et puis ils peuvent l'intégrer aussi tout simplement à leur bilan RSE qui prend de plus en plus de place, donc c'est important. Mais alors vous le dites, économiquement, est-ce qu'on y gagne forcément? Ouais, parce que à vous entendre, on peut dire, bah oui, mais c'est forcément plus cher puisqu'il faut aller chercher plusieurs acteurs, etc. Alors c'est pas forcément plus cher, c'est même souvent un peu moins cher. D'accord. Puisque le déchet le plus cher, c'est globalement quand on le mélange. Et donc on va aller dire à nos clients, attention, vous mélangez, mais ça a un impact. Typiquement, dans une benne de chantier, quand on a des bennes très lourdes, c'est que dedans, il y a quelque chose qui va être très lourd, mais qui ne coûte pas grand-chose à être retraité, qui est facile à retraiter, c'est le gravat. Et qu'on mélange avec plein d'autres choses qui sont plus difficiles à retraiter et très légères. Et donc, c'est de séparer ça. Et donc, on va avoir une benne très lourde, pas chère, mais qui va être valorisée à 100%, et une benne pas lourde, un peu plus chère, qui sera plus difficile à valoriser. Et on va réduire ça à la source. Donc, ça peut paraître, parfois, un peu plus cher, mais quand on donne les bonnes clés de calcul et les bonnes clés de lecture, on s'aperçoit que c'est souvent bien moins cher. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Waste Marketplace. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à toutes les équipes de Bismart qui m'accompagnent au quotidien dans cette émission sous la houlette de Joséphine Dacoury. Salut à toutes et à tous.